Voilà, ben, pour moi, je pourrais dire quelque part, je suis un enfant de la campagne parce que je suis né euh, relativement pas loin d'ici, un petit village dans le Namurois. Et mon père était bourgmestre d'ailleurs du village, était l'instituteur du village, donc à l'époque c'est quelqu'un qui avait un certain prestige dans la population. Et je pense que mon enfance à la campagne, jusqu'à peu près mes 14 ans, 14 ans mes parents ont déménagé vers Namur, la ville quelque part aussi. Et cette période m'a fortement influencé parce que mes parents avaient relativement peu d'argent, donc on ne partait pas en vacances. Donc toutes mes vacances, je les passais à courir dans la campagne avec des amis et des choses comme ça. Et j'ai découvert vraiment le monde vivant qui m'entourait, des choses simples, style un hérisson, des épinoches dans la rivière, des choses... j'ai beaucoup aimé d'ailleurs un livre que j'avais lu à l'époque qui est L'enfant et la rivière de Henri Bosco, et qui est une petite allégorie comme ça d'une relation entre un enfant et le monde autour de lui. Et ça m'avait beaucoup influencé. Quelque part, je me suis un peu retrouvé là-dedans. Alors, ça a conditionné, je pense, beaucoup de mon évolution. J'ai eu une famille intéressante parce que mes parents avaient construit une maison sur le terrain de la grand-mère. En fait, ils habitaient à côté de la grand-mère. Ma grand-mère était fermière. Et elle vivait avec sa fille, qui était ma tante Denise à l'époque. Et en fait, elle était institutrice, cette dame-là, tante Denise. Et elle avait énormément de bouquins. Et ça m'a énormément influencé parce qu'elle avait une belle bibliothèque avec notamment des gens comme Théard de Chardin. Donc j'ai été très tôt influencé par ça. Et c'est elle d'ailleurs qui m'a donné mon premier cours d'évolution sur le Big Bang parce que comme tout enfant à l'époque, on allait au catéchisme pour faire sa première communion et puis sa grande communion. Et en fait, elle ne voulait pas qu'on avait un prêtre qui était très conservateur. Elle ne voulait pas qu'on enseigne la création, des choses comme ça. Et donc, elle avait eu, étant institutrice dans une école catholique, l'autorisation de donner le catéchisme et nous donner des cours de catéchisme. Et notamment, on a eu un cours sur, non pas la création, mais le Big Bang, l'évolution de... Enfin, c'était une discussion, quoi. Et ça m'a, je pense, profondément marqué, et ainsi que tout son accès. Elle avait des encyclopédies et des choses comme ça. Et comme, voilà, on ne partait pas en vacances et tout, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup été dans le monde extérieur et ça m'a influencé très fort. Et puis mes parents ont déménagé pour toute une série de raisons. Donc on a été vivre à Namur, dans la ville. Et, et j'ai commencé naturellement l'université à Namur. Et c'est posé la question de ce que j'allais faire comme études. Et c'est venu assez naturellement. J'avais deux centres d'intérêt que j'ai toujours maintenant, qui étaient d'une part l'archéologie. J'aimais beaucoup l'archéologie, j'aimais beaucoup l'histoire. C'est quelque chose voilà, qui m'a toujours soutenu. Et puis j'étais intéressé par la science. Et la science en général. J'avais eu des très bons profs de sciences en humanité, donc que ce soit la biologie, la chimie, ça m'intéressait, la physique moins. Et puis pour finir, c'est venu comme une évidence que j'allais faire la biologie, donc pas l'archéologie, ni la chimie ou éventuellement d'autres disciplines. Et dans la biologie, très tôt, ce qui m'intéressait, c'était la complexité et les relations entre les différents, je vais dire, compartiments d'un écosystème, non seulement les organismes qu'il constitue, mais comment ça fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. Et
Et c'est ça qui m'a quelque part décidé à faire la biologie. Et je me suis souvent posé la question, parce que je pense que les études qu'on fait sont parfois, peut-être pas toujours, mais la continuation d'un parcours. Euh, Qu'est-ce qui m'avait influencé d'autre? Et c'est vrai que j'ai vécu dans une famille d'enseignants, donc mon père était instituteur, ma tante était institutrice, mon parrain était également régent, donc il enseignait en humanité. Il m'avait offert, ça je m'en souviens très bien, je l'ai toujours à la maison, un- deux très beaux livres sur la nature, donc un livre du dessinateur Haussmann, qui était à la fois un livre très naturaliste avec des informations tout à fait correctes, mais un livre aussi magnifiquement dessiné, et qui m'a fait rêver, qui m'a accompagné très longtemps et m'a donné envie de comprendre tout ça. Alors un dernier élément, parce que voilà, après la biologie, c'est une science extrêmement vaste, hein. On peut faire de la biologie humaine et travailler sur le cancer, travailler sur des pathologies ou sur le cerveau, ou on peut faire de la biologie plus orientée sur les autres aspects du monde vivant, hein. L'homme, ça reste le monde vivant, mais que ça soit des aspects plus forestiers, des aspects appliqués, des aspects plus fondamentaux. Et donc je me suis intéressé assez vite aux insectes. Et c'est vrai qu'en termes d'influence, mon père connaissait pas mal d'insectes. Et il avait fait une collection d'insectes quand il était jeune, une collection qui a malheureusement disparu. Et, il savait citer, enfin beaucoup plus que beaucoup de gens, identifier assez facilement toute une série de familles d'insectes. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a influencé. Enfin, on ne s'en rend pas compte, ça fait partie de notre monde. C'est normal de se dire, tiens, ben, ah, voilà un staphylin. Et puis tout le monde vous regarde et dit, mais comment tu sais que c'est un staphylin? Ben, parce que j'avais 8 ans, mon père m'a dit que c'était un staphylin. C'est tout simple. Et ce n'est pas un savoir qu'on a acquis, mais c'est quelque chose qui fait partie de sa vie quelque part. Alors, ben oui, j'ai su aussi très vite savoir identifier quelle espèce d'arbre on a à faire, certaines plantes, etc. Ça faisait partie quelque part de mon quotidien, donc c'était pas un souci. Et puis à partir de là, ben, j'ai commencé à développer ça. J'ai eu la chance aussi de faire pendant 2 ans des camps de vacances où j'étais moniteur, entre guillemets. Donc je m'occupais d'enfants de 6 à 13 ans et on faisait des animations nature. Et donc ben là aussi, j'aurais appris, et j'ai appris en même temps comment on identifiait une fleur, etc. Avec je me rappelle de commentaires très intéressants où je me rappelle de garçons qui ne voulaient pas travailler sur les fleurs parce que c'était des choses de filles. Et, et, euh, et donc petit à petit, essayer de les amener à ça. Et donc voilà, ben, j'ai commencé la biologie et très vite c'est l'écologie qui m'a intéressé dans la biologie. C'était vraiment cette structure du monde vivant, comment ça fonctionne. C'est aussi une période où on commençait à parler d'écologie, même politique, hein. C'est le tout début, on était dans les années... j'ai commencé la bio au millénaire passé, en 78, 78, 1960, enfin 1978. Et c'était le début du mouvement écologiste aussi, donc c'était intéressant. C'est toutes des influences qu'on avait derrière soi et qui poussaient à comprendre les choses, avec des livres qui sont sortis. Enfin, il y avait le fameux rapport du Club de Rome, donc on commençait à parler, qui est plus ancien, mais à cette époque, ça prenait plus de temps pour que ce genre de choses pénètrent dans la société. Et puis il y avait des livres, notamment de Jean Dorst, un des premiers livres que j'ai lus, La nature dénaturée, qui était déjà dans les fins des années 70 un appel à qu'est-ce qu'on est en train de faire à la nature sur Terre. On ne parlait pas encore de biodiversité, c'est un terme qui est venu par après. Et, et c'était des appels très intéressants. Et donc voilà, j'ai entamé ça et très rapidement, en faisant de l'écologie, je me suis dit, ben, on peut faire de l'écologie de plusieurs façons. Il y a une idée qui structure la biologie, qui est très importante, qui est l'idée d'évolution.
Et l'évolution est un point essentiel parce que ça donne vraiment un cadre à une science qui est complexe. Et l'évolution, c'est les seuls éléments qui nous permettent en fait de comprendre et de lier les choses entre elles. Il y a un célèbre évolutionniste dont tous les biologistes connaissent qui s'appelle Theodosius Dobzhansky, qui a été un des pères de la théorie synthétique de l'évolution, qui disait « En biologie, rien n'a de sens, sauf à la lumière de l'évolution ». Et ça, c'est intéressant. Et donc, l'écologie, c'est intéressant parce que ça permet justement de voir comment évoluer les choses. Et il y a deux aspects à ça. On peut soit le faire de façon fondamentale, c'est-à-dire vraiment étudier l'évolution en elle-même, point qui m'a toujours intéressé, soit de le faire de façon aussi plus appliquée, en se disant, oui, un écosystème, c'est quelque chose de dynamique, donc ça évolue, ça change, et on met un être humain là-dedans qui est extrêmement consommateur de ressources, donc qu'est-ce que ça va donner, vers quoi on va, et il y a toute une série d'éléments qui peuvent être intéressants. Donc très vite, je me suis intéressé à la fois à ces deux aspects, l'évolution, les théories de l'évolution, et les aspects plus appliqués de l'écologie, qui étaient vraiment dans l'ère du temps naissante à cette époque-là. Donc ça, c'est pour mettre un cadre de l'esprit dans lequel j'ai démarré ces études, avec énormément d'enthousiasme, d'apprendre des choses qui sont au départ élémentaires, mais qui paraissent tellement nouvelles, en fait, que ça ouvre l'esprit, et ça pose d'autres questions, et ça donne envie d'apprendre toujours de plus en plus, et de se rendre compte très vite que le savoir biologique, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais atteindre en soi, tellement c'est vaste, et aussi que ça implique toute une série de disciplines, puisque j'ai découvert que les mathématiques sont importantes en biologie, la physique est importante en biologie, la chimie est essentielle en biologie pour arriver à comprendre les choses, et que c'est vrai que les sciences, on a trop tendance à les considérer comme des blocs séparés, alors qu'en réalité, elles ont besoin l'une de l'autre. Peut-être que la mathématique peut se concevoir comme une science pure, mais quelque part, quand on entend les mathématiciens, c'est aussi une forme de description du monde, la mathématique. Donc c'est quelque chose qui est quand même intégré dans les autres sciences, même si certains objets mathématiques sont de pure création de l'esprit. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon parcours, mes études, et puis j'ai commencé mes études à Namur parce que l'université était la plus proche, donc il n'y avait pas besoin de prendre un logement d'étudiant ou voilà. Je pouvais y aller à pied, donc ça c'était super pratique. Et seulement, l'université de Namur, en termes d'écologie, c'était assez limité à l'époque. Le seul laboratoire d'écologie, c'était un laboratoire d'écologie des eaux douces, donc qui travaillait sur les fleuves, les rivières, les lacs, etc. Et je voulais avoir une vision beaucoup plus large, et donc ça m'a donné l'envie d'aller voir ailleurs, et j'ai continué mes études à l'université de Louvain, l'université catholique de Louvain, où il y avait justement des cours d'écologie terrestre. Et il y avait un cours qui m'intéressait à l'époque, qui n'existait pas à Namur, qui était un cours d'entomologie. Et donc j'avais envie de découvrir les insectes et d'en savoir plus. Je pouvais déjà identifier pas mal de familles, mais comme le disait d'ailleurs un de mes collègues, c'était les identifier à la bouille. Donc je voyais, ça ressemble à ça, donc ça doit être telle famille, mais je n'avais pas les éléments, je ne savais pas pourquoi en fait on les mettait dans cette famille-là et pas dans une autre. Et donc c'était intéressant d'acquérir ça et de pouvoir conceptualiser en quelque sorte les choses. Donc voilà, j'ai continué mes études à Louvain-la-Neuve et j'ai commencé à travailler j'ai fait mon mémoire sur un groupe d'insectes qu'on appelle des carabes, c'est des gros coléoptères qui courent dans les champs. En fait, ils sont extrêmement abondants, on en a partout. Sont des prédateurs,
Et, j'avais choisi un sujet de mémoire qui était proposé par un promoteur. Et en fait, c'était aussi l'époque où on commençait à parler d'une autre agriculture, parce qu'on commençait à voir les effets négatifs des insecticides, etc. Et de se dire qu'on devait s'en passer. Et ces insectes sont des insectes prédateurs. Et donc l'idée, c'était de voir est-ce que ces insectes prédateurs peuvent avoir un effet sur des ravageurs de culture. Oui, si oui, comment. Et bon, c'est une question qui paraît triviale, mais quand on la creuse, c'est de la biologie de population. C'est voir comment une population d'un prédateur peut influencer une population de sa proie. Est-ce que ça peut conduire à la réduction de la population de la proie? Est-ce qu'il y a des équilibres qui se mettent en place, etc. Comment, Et donc j'ai développé pour ma thèse un peu de modélisation mathématique sur ce genre de choses. J'ai développé des analyses d'histoire de vie de ces insectes et je me suis intéressé de plus en plus à ces aspects-là. Donc ça c'est un parcours assez classique et puis je me suis rendu compte via le mémoire que la recherche était quelque chose d'important pour moi. J'ai toujours eu envie d'apprendre, d'aller un peu plus loin et j'en avais discuté avec mon promoteur de l'époque. Après mon mémoire, j'ai eu la chance de travailler pour des contrats via le ministère de l'Agriculture sur des aspects justement naissants de lutte biologique. Sur d'autres groupes, j'ai travaillé pas que sur des insectes, j'ai travaillé sur les acariens, petit groupe qui est très méconnu et qui a beaucoup d'importance économique parce qu'on connaît les tiques qui sont les acariens qui nous embêtent le plus et qui transmettent des maladies qui peuvent être extrêmement débilitantes. Mais aussi, il y a des acariens qui sont phytophages et qui provoquent des dégâts en agriculture qui sont considérables. Et puis il y a des acariens qui vivent dans le sol et qui sont très importants pour la dégradation des feuilles mortes et toutes sortes de choses. C'est un groupe très très vaste avec énormément, il y a des milliers d'espèces, il y a des centaines de familles différentes. Et en fait, au niveau agricole, justement, il y a eu énormément de traitements insecticides. Et ces traitements insecticides ont vu tout à coup ressurgir des problèmes d'acariens qui n'existaient pas avant, d'acariens phytophages. Simplement parce que quand on traite avec un insecticide, on élimine toute une série de prédateurs potentiels, notamment des coccinelles, qui mangent certains acariens. Et ces acariens sont très petits, ils tissent une toile qui est hydrophobe, donc comme une toile d'araignée. Ils appartiennent d'ailleurs au même groupe que les araignées. Et cette toile étant hydrophobe, ben, quand on pulvérise un insecticide, eux ils sont protégés. Les petites gouttelettes d'insecticide coulent sur la toile, ils ne sont pas atteints. Et donc on a eu ce qu'on a appelé un phénomène de résurgence, un traitement insecticide contre un ravageur qui peut être une chenille par exemple sur la tomate, va entraîner le fait qu'on va supprimer la chenille, on va supprimer aussi toute la faune insecte associée, et on a une résurgence d'un autre groupe, et c'était ces fameux acariens. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années sur ces acariens, et puis ça me passionnait vraiment, et en discutant avec mon promoteur de l'époque, il m'a dit, écoute, si tu veux continuer dans la recherche scientifique, il n'y a qu'une solution, il faut que tu partes à l'étranger et que tu fasses un séjour postdoctoral à l'étranger. Et ça m'a beaucoup influencé. J'avais déjà 2 petits-enfants à l'époque. Donc on a beaucoup réfléchi à ça avec mon épouse de l'époque. Et puis pour finir, on s'est décidé. Donc j'ai commencé à écrire à l'étranger, dans toute une série de laboratoires. Et c'est un collègue canadien qui m'a répondu un jour en me disant voilà, qu'il lui était prêt à m'accueillir. Et j'ai eu cette chance de pouvoir partir au Québec, dans une station de recherche de Agriculture Canada, qui est une station fédérale, donc c'était bilingue, ce qui était pas mal pour pratiquer l'anglais aussi. Et j'ai travaillé chez eux et sur un groupe que je ne connaissais pas du tout, d'insectes, parce que voilà, qui sont ce qu'on appelle des insectes parasitoïdes. Ce ne sont pas des parasites, ce ne sont pas des prédateurs, ce sont des insectes qui pondent un œuf dans un autre insecte, et cet œuf va se développer, va parasiter littéralement l'insecte, mais va finir par le tuer, et va sortir de cet insecte un insecte adulte qui est le fameux parasitoïde. C'est souvent des microguêpes, donc des petits insectes qui font 2 mm, 2 mm et demi,
pas très grands, il y en a même des plus petits, il y a des insectes sur lesquels ils travaillent là-bas qui font moins d'1 millimètre, c'est les plus petits insectes qu'on connaisse d'ailleurs, et qui ont des propriétés extraordinaires, ils sont capables d'apprentissage, ils sont capables de choix. On fait des expériences statistiques où on voit vraiment que quand ils parasitent une proie, d'une fois à l'autre, ils apprennent, ils réduisent leur temps de parasitisme, etc. Donc pour des bestioles qui possèdent quelques centaines de neurones, c'est assez étonnant. Et donc ça c'était intéressant et ça m'a initié à ce monde des parasitoïdes. Et ça m'a ouvert aussi les yeux sur toute une série d'interactions en fait, non soupçonnées qui existent dans le monde vivant. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Ce postdoctorat m'a beaucoup appris. Mon promoteur de postdoctorat québécois est devenu un ami par la suite. Je suis retourné beaucoup de fois au Québec. On a eu beaucoup de collaborations ensemble, on a eu des échanges de chercheurs et tout par la suite. Et c'est vraiment quelque chose qui a été très formateur. Formateur sur le plan personnel aussi, parce que à l'époque, je n'avais jamais fait de grands voyages, j'avais jamais pris l'avion. Donc c'est la première fois que je prenais l'avion pour aller à l'étranger. Je suis arrivé avant la famille, puis il a fallu faire venir la famille. Donc il y a tout un aspect organisation, se débrouiller tout seul à mettre en place, qui n'est pas simple. Je me rappelle quand je suis arrivé la première fois à l'aéroport au Québec au mois d'octobre, c'est pas mon promoteur qui m'a accueilli là-bas, c'est un de ses chercheurs qui est venu me chercher, qui est un Acadien, donc un Québécois avec un très très fort accent. Et donc c'était très compliqué pour moi de le comprendre, donc on est directement plongé dans un monde différent, avec des expressions auxquelles un Belge francophone n'est pas du tout habitué. Et puis tout ça, ça a été vraiment formateur, c'est aussi une ouverture de l'esprit en se disant, en fait le français qu'on parle, si on le met dans une perspective de biologiste évolutionniste, la langue c'est aussi quelque chose qui bouge tout le temps, qui évolue, on sait que sur le plan biologique les espèces, la même espèce mais qui se trouve à 500 km de différence présente des différences de comportement, des différences génétiques, etc. Mais la langue c'est la même chose, en fait ça évolue et ça donne une tolérance et une ouverture importante au monde. Donc ce postdoc m'a beaucoup appris et m'a ouvert sur un monde très différent qui est un monde aussi de relations et de se rendre compte que la recherche c'est une histoire pas individuelle, c'est une histoire d'équipe. J'ai beaucoup appris sur la gestion d'une équipe là-bas sur place, parce que mon promoteur canadien, tous les lundis, il réunissait tout le laboratoire, chacun expliquait ce qu'il allait faire, on discutait ensemble, etc. Et je me suis vraiment rendu compte que faire de la recherche scientifique de pointe et de qualité, ça impliquait de travailler en équipe. Et ça a été une réflexion extrêmement importante pour l'avenir et qui m'a vraiment guidé pour essayer de comprendre comment, quelque part, on pouvait mettre en valeur ce travail d'équipe et les compétences de chaque personne qui sont différentes au sein d'une équipe. Le début d'une aventure, quelque part.